L'heure est à la mobilisation des ressources pour venir en aide aux populations du nord du Mali. Propos du chef de la division coordination des réponses aux urgences des Nations Unies. Il était en visite en 5e région où il a rencontré les déplacés du nord à Sévaré. En ce ramadan, les bonbons de gaz se vendent comme des petits pains vu que leur utilisation est incontournable dans nos cuisines. Fort heureusement, le marché est bien approvisionné. Venant entre autres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, le gaz est ce soir le sujet du dossier de Nyanya Aliou Traoré. Voici le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Patrice Carteron, est à Bamako depuis dimanche dernier. Il était ce matin face aux journalistes pour dévoiler ses ambitions qui sont entre autres maintenir la progression de l'équipe et la qualifier pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans ce journal en ce jeudi 26 juillet. Le président de la transition, Djankouna Traoré, a reçu ce matin à Paris une délégation du secrétariat d'État américain. La délégation conduite par le ministre conseiller Marc Taplin était composée de Madame Bernadette Graves, première conseillère chargée des affaires africaines, et Monsieur Robert Caneda, lui aussi conseiller aux affaires africaines. Les trois diplomates se sont entretenus avec le président de la transition pendant plus d'une heure. Les diplomates américains étaient venus à la demande du département d'État américain s'informer auprès du président Djankouna Traoré. Rien n'a filtré sur les sujets de conversation. Les diplomates n'ont pas souhaité faire de commentaires à la fin de leur entretien avec le président Traoré. Et puis, notez que le président de la transition, Djankouna Traoré, regagne Bamako demain, vendredi 27 juillet. Le président Djankouna Traoré était en France depuis plus de 2 mois pour des soins médicaux et un suivi médical. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu pour 16h30 demain, vendredi 27 juillet. Actualité en 5e région, le chef de la division coordination des réponses aux urgences des Nations Unies vient d'effectuer une visite de terrain à Mopti, une visite au cours de laquelle il s'est rendu sur le site des déplacés du Nord à Sévaré. À l'issue de sa visite, il a déclaré que l'heure est à la mobilisation des ressources en vue de venir en aide aux populations victimes de la crise dans le nord du pays. Reportage de Mustapha Doumbia. Venu de New York aux États-Unis pour la circonstance, les responsables des opérations globales des actions humanitaires des Nations Unies au Tchad voulaient s'imprégner de la situation des déplacés du nord du Mali vivant en 5e région. Après avoir échangé avec les membres du comité régional de crise, John Gingo Okami s'est ensuite rendu sur le site d'hébergement des déplacés à Sévaré, où il a parlé avec quelques ménages. My first impressions are of the suffering of the good people of Mali. Il est très triste de voir autant de souffrance, mais impressionné par la solidarité, également toute la coordination. Sous l'égide du comité régional d'urgence, mais aussi avec les autorités du gouvernement et tout le système des Nations Unies qui travaillent ensemble pour faire face à cette crise très difficile qui affecte les populations du Mali. Après le site de Sévaré, qui abrite actuellement 53 ménages, la délégation s'est ensuite rendue dans une famille d'accueil à Walirde, dans la commune de Sokoura, cercle de Mopti. C'est que ce qui est le plus urgent à l'heure actuelle, c'est de mobiliser plus de financement et plus de soutien et de fonds au niveau de la communauté internationale et du système des Nations Unies pour venir en aide aux populations du Mali qui souffrent de cette crise. À noter que la région de Mopti compte à ce jour 32 653 personnes déplacées du nord. Voilà, nos populations du Nord qui continuent à recevoir de l'aide de partout. Et de la situation de nos populations du Nord, il en a été question lors du lancement des activités de la coalition pour le Mali. C'était ce matin. Quelle mobilisation nationale pour quelle solution de sortie de crise? C'est à cette question que va répondre la coalition. Dans sa feuille de route, elle souhaite accompagner le gouvernement en lui faisant des propositions concrètes. Alpha Maïga était au lancement. Le pays traverse aujourd'hui une crise.
L'heure est à la recherche de solutions. La Coalition pour le Mali, c'est une nouvelle association qui vient de voir le jour dans le seul but d'apporter sa contribution. D'où cette cérémonie pour lancer officiellement ses activités. Aujourd'hui, la question du nord du Mali est une question nationale et centrale. Elle doit mobiliser tous les pays sans aucune considération de région ou de communauté. Dans notre action, nous accompagnons les autorités du Mali et ses partenaires pour une restauration définitive et durable de la paix dans le pays. La résolution de la crise, la solution de la crise doivent rester dans nos mains, ce qui suppose une forte volonté politique nationale d'un Mali dont le drapeau ne sera pas mis en berne, d'un Mali qui ne s'éclisse pas quand on parle de lui et dont la voix doit être entendue et écoutée chaque fois que nos voisins et nos partenaires qui courent fraternellement à notre secours se pencheront sur notre cas. Je souhaite que la coalition réussisse, qu'elle forme un bloc, ce bloc que j'attends, ce bloc que je souhaite, ce bloc que je veux de toute mon âme, qu'on puisse faire face aux problèmes du Nord. Véritable rencontre citoyenne, l'opportunité a été saisie par les organisateurs pour présenter la feuille de route de la coalition. Une feuille de route axée sur 7 points, parmi lesquels la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation. Il y a ensuite des pistes de sortie de crise en impliquant toutes les communautés. Le collectif des ressortissants du Nord, Coren, propose lui aussi sa feuille de route pour la récupération rapide des régions du Nord. La feuille de route a été présentée au cours d'une rencontre que le Coren a organisée ici à Bamako. Les échanges ont porté sur la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies et sur les conclusions de la rencontre tenue à Ouagadougou le 7 juillet dernier. Timoko Sagara. Au cours de cette rencontre, les participants vont échanger sur 3 documents intitulés la résolution 2056 adoptée le 5 juillet 2012 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les conclusions de la 2e réunion du groupe de contact tenu à Ouagadougou le 7 juillet 2012 et les relevés des tâches du mini-sommet du groupe de contact des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali. Depuis 2 semaines, il y a de concret. Aucune action concrète n'est faite. Parce que le gouvernement seul ne peut pas mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la réunion de Ouagadougou. La mise en œuvre de ces recommandations implique aussi les forces vives. La rencontre vise l'élaboration d'une feuille de route pour la récupération rapide des régions occupées depuis 4 mois. La communauté internationale, la communauté ouest-africaine, l'Union africaine posent comme condition la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est réellement la mise en place de ces conditions nécessaires pour que la communauté internationale puisse nous appuyer afin donc de libérer les 2 tiers du territoire national. Selon le Coren, les conclusions de cette rencontre seront mises à la disposition du gouvernement du Mali, de la CEDEAO et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis cette réaction de la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, à la demande de démission du gouvernement formulée par le FDR. Pour la COPAM, cette demande n'est pas conforme à l'esprit et à la décision de la réunion du 22 juillet dernier tenue avec les familles fondatrices de Bamako. Dans une déclaration déposée à notre rédaction, la COPAM affirme que cette démarche remet en cause l'entente et la cohésion sociale recherchée. Elle invite par conséquent l'ensemble des forces vives de la nation à prioriser le Mali dans leurs actes de tous les jours. L'organisation Humanity First International vient d'organiser une conférence de presse sur leurs activités à travers le monde dans plusieurs domaines tels que la santé ou encore l'éducation. Créée en 1992 au Kosovo, c'est une organisation humanitaire caritative internationale de solidarité œuvrant en général dans le cadre social. Elle a pour objectif de remédier à la souffrance humaine causée par les catastrophes, les désastres naturels ou encore les conflits armés. Depuis 2005, Humanity First International offre au Mali des dons de céréales pour les personnes démunies, entre autres activités, nous informe Adama Tangara.
Cette conférence de presse de Humanity First International avait pour but de partager avec les journalistes un certain nombre de questions liées à leurs activités à travers le monde dans les domaines de la santé, de l'éducation, d'hydraulique villageoise, entre autres. Aussi, les responsables de Humanity First International ont profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté internationale que c'est maintenant qu'il faut aider le Mali à sortir de cette crise. Au Mali, de 2005 à nos jours, Humanity First International a injecté plus de 300 millions de francs CFA dans les domaines de l'humanitaire, la charité et d'assistance en direction des personnes et des familles défavorisées, et cela dans toutes les régions du Mali. Nous voudrions faire savoir aux Maliens que le Mali, en cette période de crise, a besoin de soutien. Au Mali, ici, nous avons établi plusieurs centres de formation, comme le centre de formation de couture, un centre de formation d'informatique où les gens peuvent venir se perfectionner ou les aider. Nous avons également un projet sanitaire. Nous partons dans les villages et nous assistons des personnes qui ont des problèmes de vision. Malgré les difficultés rencontrées, le bureau de Humanity First International au Mali, conformément au programme sectoriel de l'État et du gouvernement du Mali, est disposé à accompagner les populations au niveau des 8 régions et du district de Bamako dans les domaines de l'éducation, formation, de la santé, de la promotion de la jeunesse et autres. Et en parlant de dons, la Maison de la Presse a eu droit à une part. Le gouvernement du Mali vient de lui offrir du sucre pour permettre aux journalistes de passer un bon ramadan sans souci. Le don a été remis par le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies. Isaac Tienou était à la remise. Son reportage. La Maison de la Presse du Mali est une organisation conçue pour l'accomplissement de plusieurs missions. Parmi celles-ci, le relèvement du niveau de professionnalisme des journalistes, le renforcement de la cohésion et du dynamisme des organisations professionnelles. La Maison de la Presse sert également de cadre de conception et de mise en œuvre de différentes actions pouvant contribuer à la viabilité technique et financière des médias. C'est cette structure qui vient de recevoir de la part du gouvernement du sucre. C'est à l'occasion du mois de Ramadan. La Maison de la Presse est un partenaire incontournable du gouvernement et ce geste traduit le bon rapport qui existe entre les deux parties. Nous sommes dans un moment de communion religieuse. C'est propice à la rencontre de cœur et des esprits. Et le Premier ministre m'a demandé, en son nom, de faire ce geste symbolique pour vous exprimer son soutien en ce mois de Ramadan, mais également vous dire son attachement à la liberté d'expression, et particulièrement à la liberté de presse, et au libre exercice de vos activités en conformité naturellement avec la loi en vigueur dans le pays. Au nom de la grande famille des médias, le président de la Maison de la Presse a apprécié ce geste à sa juste valeur. Nous sommes en période de Ramadan. Pour qui connaît déjà la situation dans le pays, le Ramadan est déjà une période difficile, même en temps normal. Et cette année, je crois que nous passons un Ramadan un peu plus difficile encore. Donc pour vous dire combien est-ce que ce geste nous touche en tant que journaliste, en tant que chef de famille, en tant que partenaire du gouvernement. Au cours de cette cérémonie de remise, le gouvernement a souhaité un bon Ramadan à la presse malienne. Voilà, merci au gouvernement et bon Ramadan aux journalistes. Je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République par intérim, Dioncouna Traoré, regagne Bamako demain, vendredi 27 juillet, à l'occasion de son retour de Paris. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou les membres des corps constitués désignés ci-après à 16 h, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le corps diplomatique accrédité au Mali, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major des armées et directeurs des services centraux, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, le maire de la commune 6 et 3 représentants par confession religieuse. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu pour 16 h 20.
Bientôt, un plan d'assainissement du secteur de la microfinance sera adopté au Mali. L'information a été donnée ce matin par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget à l'ouverture des travaux de la 15e Assemblée générale de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Mali. Au Mali, on enregistre 125 établissements de microfinance qui ont pu mobiliser en 2011 près de 112 milliards de francs CFA pour l'économie. Cette année, le secteur traverse une crise sans précédent due aux événements au nord. Le reportage est de Mohamed Diarra. La 15e Assemblée générale de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Mali s'ouvre sur de bonnes notes. La preuve est donnée par les chiffres. Le secteur a enregistré en 2011 un sociétariat de 1 86 058 personnes contre 998 261 en 2010, soit un accroissement de 8,8%. Nonobstant ces acquis, le secteur traverse aujourd'hui une période difficile due à l'occupation des régions du Nord. Toute chose qui constitue une entrave sérieuse aux activités des systèmes financiers décentralisés. Les difficultés invoquées sont nombreuses. Elles concernent le manque de professionnalisme, la faiblesse du contrôle interne, la quasi-cessation du paiement de certains systèmes financiers décentralisés et j'en passe. Et un problème connu est à moitié résolu, dit-on. C'est pourquoi la réponse à tous ces problèmes se trouve dans ce message du ministre du Commerce. Il s'agit d'abord de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de la microfinance et son plan d'action qui se poursuivra malgré les difficultés actuelles que vit le pays. Deuxième point, au regard de l'état actuel du secteur, il faut accepter et accompagner l'assainissement et la restructuration du secteur. Toutefois, l'APIM Mali reste dans sa logique de soutien aux populations qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Celle-ci représente plus de 90% selon les responsables de l'APIM Mali. Et le ministre Tchena le reconnaît volontiers. Au Mali, le secteur de la microfinance regroupe 125 SFD qui ont mobilisé en fin 2011 près de 112 milliards de ressources, dont plus de 50 milliards d'épargne et 34 milliards d'emprunts bancaires. L'impact des SFD se mesure également par le nombre de personnes touchées, plus d'1 million de membres et de clients. Cette Assemblée générale se propose donc de donner du sang neuf au secteur des microfinances au Mali. Pour ce faire, les travaux doivent aboutir à l'élection d'un nouveau bureau et au toilettage des statuts et règlements de l'APIM Mali. Espérons une sortie rapide de crise pour booster à nouveau notre économie. Et en parlant d'économie, le projet de budget 2013 du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics est assez suffisant pour soutenir le projet de programme d'activité du centre. C'est ce qui ressort des travaux de la 13e session du conseil d'administration tenue ce matin et suivie par Nando Dambélé. Bien que se tenant dans un contexte très particulier, cette 13e session est d'une importance capitale pour le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics CNREX BTP. Malgré la situation, nos priorités vont à la construction d'un nouveau siège pour le centre. La deuxième priorité, c'est de rehausser le plateau technique du centre avec l'acquisition du matériel de pointe pour nous permettre de faire des essais sur les matériaux de construction. Elle nécessite une optimisation des ressources tant humaines que matérielles pour une meilleure exécution des missions assignées au centre. Cela est un impératif lui permettant d'être à la hauteur de ses ambitions nationales et sous-régionales. Je sais donc compter sur toute votre expertise et votre disponibilité pour puisse disposer d'orientations précises à même de dégager des voies appropriées à son épanouissement. Ainsi, au cours des travaux, les administrateurs ont examiné, en plus du procès-verbal de la 12e session, le compte rendu des recommandations de la 12e session, les points d'exécution de ces recommandations, le projet de budget 2013 qui se chiffre à 1,7 milliard de francs CFA.
Le mandat du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali expire officiellement ce 31 juillet, mais compte tenu de la crise sociopolitique que connaît le Mali, le bureau sortant propose aux autorités de proroger le mandat du bureau jusqu'à la fin de la crise. C'est la principale information issue de la conférence de presse animée par le deuxième vice-président du bureau sortant. Reportage de Fademba Keïta. Les élections tenues le 1er octobre 2006 à l'Assemblée consulaire, la Chambre de commerce ont donné lieu à des protestations. Après 2 ans de procédures judiciaires, le mandat du bureau mis en place le 31 juillet 2008 prend fin officiellement le 31 juillet 2012. Les 2 protagonistes qui sont le groupement des commerçants maliens et le bureau sortant prônent des pistes de solutions. Nous pensons que notre mandat doit finir le 31 juillet 2012. Ce qui est sûr également, le Mali, tout le Mali en transition et que le Mali est partagé en 2. La zone nord est occupée aujourd'hui, que les élections ne peuvent pas se passer nulle part. C'est pour cette raison que nous avons souhaité une prolongation du mandat du bureau de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Les initiateurs de la conférence prônent la cohésion dans le milieu des opérateurs économiques. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre que nous avons menée ensemble dans le cadre des élections passées. Nous allons nous donner la main entre nous et nos frères, les opérateurs économiques, pour développer ce pays-là. En attendant, le dossier est en examen à la Cour suprême. Nous ouvrons notre dossier du jour. Aujourd'hui à Bamako, l'utilisation du gaz butane est incontournable dans le ménage. Mieux encore, il est indispensable en ce mois de carême, surtout pour le petit déjeuner qui se prend très tôt. C'est très pratique et ça fait gagner du temps. Actuellement, les petites et grandes bonbonnes se vendent comme le petit pain. Un tour en ville nous a permis de constater que le marché de bonbonnes de gaz est bien approvisionné. C'est 6 grandes sociétés de distribution qui approvisionnent la capitale en gaz. Un gaz qui nous vient essentiellement des pays de la sous-région comme le Niger, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal et le Bénin. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Nyanya Aliou Traoré. C'est dans les années 80 que le gaz butane a fait son apparition dans les ménages à Bamako. Et depuis, les Bamakoises ne peuvent plus s'en passer car le gaz est très économique et il a considérablement atténué les tâches domestiques. Le gaz est fait en habitude là. Ça vous a quand il après vous la fia, après fait un seul valeur ou ça n'y tout ça m'y là. Logo est à jalente, charbon jalente, niveau que vous menez fika faut qu'il y ait du carré qu'on a, quand manakolo n'y est soit faire nos qui viennent à mener. Le gaz, c'est plus rapide, c'est plus efficace aussi. Je conseille aux gens pour utiliser le gaz. dugujɛ mana kɛ cogo cogo n'i ye gazi bila a la yɔrɔnin kelen dɔrɔn I bɛ tila I bɛ bɛn n'i ka suguri ko ye logo ko t'a la saribɔn ko t'a la k'a fɔ na n ka logo mɛnɛ k'an ka baaraw kɛ n'a o ko tɛ gazi yɛrɛ kɔni a nana musow de lafiyali kama nafaba de bɛ gazi la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Le prix, bon, pour l'instant, ça a augmenté un peu. Parce que hier, j'ai pris 12 kg de gaz ici à 8500. Or, d'habitude, on le prend à 8000, le 12 kg. Sur le marché, le gaz butane se vend en détail. Il y a la bouteille de 2,75 kg, la bouteille moyenne de 6 kg très prisée par les ménagères et la grande bouteille de 12 kg. Pour une consommation annuelle nationale de 12 000 tonnes, on assiste à une floraison de sociétés fournisseurs de gaz butane, parmi lesquelles on retrouve Faso Gaz et Kuma Gaz. Ça nous fait, je crois, 2 ans d'activité réelle. Pour que le gaz, bon, je pourrais vous dire toutes les raisons environnementales et tout, mais il faut avouer quand même que c'est un secteur assez porteur au Mali, vu que la plupart des gens dans ce pays consomment plutôt le charbon et le bois. Donc on s'est dit que ça peut être une alternative crédible. Non seulement le monde même va vers une protection de l'environnement, et puis vous remarquerez que depuis quelque temps, tous les efforts que le CILS a eu à faire et le gouvernement même du Mali à travers la MADER pour pouvoir trouver des solutions à la protection de l'environnement. Ces grandes sociétés de distribution
tire profit du commerce de gaz. Cependant, il déplore quelques difficultés de trésorerie. Les prix sont réglementés par l'État. Bien entendu, les prix diffèrent d'un opérateur à l'autre en fonction de ses charges, pas mal de choses d'autres. Mais le prix de cession finale est de 2500. L'État prend en charge des quotes-parts pour permettre aux gens de pouvoir consommer ce produit de manière assez facilement. Mais j'avoue que c'est ce qui explique en partie aussi les difficultés que les sociétés de gaz ont, parce que le décalage de trésorerie que ça crée est dû au fait que l'État prend en charge une partie de la consommation. Et vu que cette partie n'est pas payée très souvent, très tôt, donc ça crée un trou de trésorerie qui nous amène souvent à ne pas pouvoir assurer correctement l'approvisionnement du pays. À côté de ces grandes sociétés, les revendeurs tirent aussi leur épingle du jeu, surtout en ce mois de Ramadan. C'est le cas de Djakari Djadambele et Bonkana Maïka. Oui, ça va avec le mois de Carême, Dieu merci. Par jour, on peut vendre 7 à 10 bouteilles, 2500 la bouteille. Moi, je tire profit, bon, tout à fait normal. Ok. Mais gaji ferré à Mena, avec sans damadamabo. On est singalo sera à marché dans le singalo tein. Marché veut dire donner quoi. On client à terre, surtout Moussukunda. Les femmes sont les grandes utilisatrices du gaz butane. Cependant, nombre d'entre elles déplorent non seulement le coût de la bonbonne, mais aussi et surtout les dangers liés à son utilisation. C'est bien, c'est dangereux aussi par rapport à l'utilisation. Surtout les femmes qui ne savent pas manipuler les gaz. Les conditions de garder les gaz à côté où je ne sais pas. Il y a des endroits où il faut garder, il y a des endroits où il ne faut pas garder. Il peut avoir des conséquences néfastes. On me gazé sans que me dure. Ne connais ne pas une fait, nous sera qu'à double gazé son là. Fantani fama be de makakenya la quoi. Parce que gazi na femme malade c'est qu'à foka ba menia et bête c'est qu'à ça. A que me a sarigé le varier que me dure à katia ou à dobala. La régulation des prix du gaz est du domaine de l'Office national des produits pétroliers, ONAP. Pour avoir d'amples informations, nous avons fait un tour à la direction générale de l'ONAP. Là-bas, le directeur général adjoint, Ibrahima Dansouko, nous précise qu'à la date du 20 juillet, soit 17 jours de consommation, le marché du gaz est bien approvisionné. Les prix subventionnés sont compris entre 1150 francs CFA pour la bouteille de 2,75 kg et 2500 francs CFA pour la bouteille de 6 kg. Notons que le gaz butane a de beaux jours devant lui dans notre pays. À ses côtés arrivent timidement d'autres instruments d'énergie renouvelable comme le cuiseur solaire. Voilà, merci Gnagna. Encore une fois, utiliser le gaz, ça aide et ça préserve l'environnement, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'il peut être très dangereux si l'on ne respecte pas les consignes de sécurité, parmi lesquelles bien refermer le gaz après utilisation. Entrant dans le monde sportif, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali est depuis dimanche à Bamako. Patrice Carteron a animé ce matin son premier point de presse au cours duquel il a dévoilé ses ambitions. Le technicien français veut surtout maintenir la progression de l'équipe et qualifier le Mali à la CAN et à la Coupe du Monde. Khalifa Nama Traoré était au point de presse. De l'AS Cannes, équipe évoluant en national, soit la 3e division en France, en passant par la modeste formation de Dijon, qu'il a fait monter en Ligue 1 pour la première fois en 2011-2012, avant de connaître le purgatoire. Et aujourd'hui, à la tête de la sélection malienne, Patrice Carteron a fait un très grand bond dans sa jeune carrière d'entraîneur. Le technicien français, qui aura 42 ans lundi prochain, entend faire de son inexpérience un atout. Oui, effectivement, je manque d'expérience au niveau international. Maintenant, l'expérience, on se la forge, on se la crée. Tant qu'on n'a pas été en poste, on ne risque pas d'avoir d'expérience. Je pense que parfois aussi, le mode de fonctionnement qu'on peut mettre en place peut faire en sorte qu'on gagne des années d'expérience. Il suffit de s'ouvrir aux gens, il suffit de voir autour de vous les personnes qui peuvent vous apporter une connaissance rapide justement de ce qu'il y a à prendre au niveau du football malien. Et puis après, il y a une question de détermination. Moi, j'ai très envie d'avoir des résultats avec la sélection. Et je pense que cette envie, parfois, elle peut être égale, voire supérieure à des années d'expérience.
Patrice Cartéon reconnaît que le défi est énorme et compte se mettre à l'œuvre pour maintenir la bonne flamme de la CAN 2012. J'ai fait le choix d'être présent ici à Bamako de manière permanente. Je suis heureux d'être à côté de Pathé Diallo qui a assuré un intérim de qualité. Ce sera également un grand plaisir pour moi de travailler à ses côtés pendant mon séjour ici au Mali. Et écoutez, pour terminer, c'est vraiment un honneur pour moi de représenter le pays au niveau du football. C'est un défi formidable. Et je donnerai vraiment le meilleur de moi-même pour faire en sorte que la progression de la sélection, qui est en cours depuis plusieurs mois, continue pour aller chercher quelque chose de très beau. L'objectif, comme je viens de le dire, c'est surtout de maintenir et de continuer la progression de l'équipe nationale, à savoir bien évidemment se qualifier contre le Botswana pour vivre une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations et après atteindre au minimum les demi-finales de cette compétition pour faire aussi bien qu'à la dernière CAN, voire mieux. Et dans les mois qui suivront, chercher une première qualification pour la Coupe du Monde au Brésil. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne et de l'Olympique lyonnais a certes de bonnes intentions. Il lui reste de les confirmer sur le terrain avec d'abord la double confrontation contre le Botswana comme examen de passage en vue de la CAN 2013 avant la suite de la phase des poules des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Bonne chance aux nouveaux sélectionneurs de nos aigles et vivement la qualification à la CAN et à la Coupe du Monde de football. Avant de nous quitter, retenez que le président de la République par intérim, Diankoula Traoré, regagne Bamako demain, vendredi 27 juillet, à l'occasion du retour du président de la République par intérim. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain, vendredi 27 juillet, les membres des corps constitués désignés ci-après à 16h. Les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le corps diplomatique accrédité au Mali, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major des armées et directeurs des services centraux, le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, le maire de la commune 6 et 3 représentants des confessions religieuses. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu à 16h passées de 20 minutes. Et puis, il sera question de politique tout à l'heure sur l'ORTM. Vous pourrez suivre ce soir, à partir donc de 22h, un débat spécial. Question d'actualité sur la situation politique au Mali. Le débat qui regroupera les représentants du FDR, de la COPAM et de la CSM et sera dirigé par Boubacar Touré. Et juste après le débat, Aïssata Ibrahim Maïga vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro de la semaine du journal des formations. Pour les rendez-vous de demain, pour les informations, 10h Sira Batili, 13h Aïssata Ibrahim Maïga. Quant à moi, je vous retrouve dans les éditions du soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée sur l'ORTM, tout en vous demandant de ne pas oublier nos populations des régions du Nord vivant sous occupation. Merci.